Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 6 janvier 2023 pour ce 106e webinaire Second Souffle. Oui, vous voyez marqué 92 sur la fiche, mais c'est 92 de webinaires classiques, entre guillemets, plus 14 webinaires Instant Coach, 92 plus 14, ça fait bien 106. Voilà, je vous souhaite bonheur et prospérité pour vous, vos projets et votre entreprise pour cette nouvelle année et la santé, évidemment. On commence, comme d'habitude, par une présentation rapide de Second Souffle. Donc, voilà, oui, c'est le premier de l'année, faut que je m'y remette. La première mission de Second Souffle est l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté dès les premiers signaux d'alerte. Cet accompagnement avec nos pairs entrepreneurs est gratuit, sans limite de temps et sans critères de sélection. Indépendants, micro-entreprises, TPE, on ne veut laisser aucun entrepreneur en difficulté sur le bord de la route. Et puis notre deuxième mission, c'est la prévention et l'information avec nos journées 24 heures pour rebondir, nos formations et nos webinaires, bien sûr. Après plus de 12 ans d'existence, nous sommes présents dans 44 villes en métropole et en outre-mer et nous sommes reconnus d'intérêt général. Un petit rappel pour ceux qui ne savent pas comment se servir de cette plateforme. Donc vous avez en bas à droite deux icônes, le chat et les questions. Le chat pour discuter entre nous, les questions pour poser vos questions. Alors merci de poser vos questions dans cette partie questions, s'il vous plaît, sinon les questions se perdent dans le fil du chat. Un petit souci, vous avez une icône à gauche, et puis au milieu, vous avez deux boutons, un pour mettre en plein écran, et un deuxième pour réagir. Alors réagir, c'est envoyer des petits emojis, voilà, comme ça, quand on est content de ce qu'on vous raconte. Donc aujourd'hui, comment surmonter une crise et en faire un levier de transformation pour son entreprise? Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Marceau Nicolas Nelson. Voilà. Bonjour Marceau. Bonjour William, bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi de partager ce moment avec vous. Évidemment, comme c'est la tradition, je vous souhaite plein de réussite dans tous les domaines de votre vie. Et puis, je souhaite également, pour celles et ceux qui traversent un moment difficile, de garder le moral. Voilà, après une période de chaos, il y a toujours une période de renouveau. On le verra un petit peu plus tard dans ce webinaire. Voilà. Et donc, je voulais préciser quand même que Marceau, tu es un de nos responsables d'antenne sur Bordeaux, la Gironde. Hein. Tout à fait. J'allais dire un peu plus tard dans ma présentation. Effectivement, je suis responsable d'antenne sur Bordeaux et la Gironde. On y reviendra sans doute un petit peu plus tard. Voilà. Bon, écoute, on y va alors. Ok, on y va. Ce que je vous propose peut-être en premier temps, c'est de passer au slide 2, peut-être, s'il te plaît. De connaissance, faire un peu connaissance, te mettre dans le chat votre activité, puis si vous avez un défi ou un enjeu que vous souhaitez résoudre, ça permettra peut-être à la fin du webinaire de pouvoir répondre à quelques questions que vous posez. Donc n'hésitez pas, on essaie de faire ça de manière interactive. Alors, donc, bonjour Maurice Jacques. Okay. Alors, je vous laisse 2-3 minutes, peut-être. Le temps d'écrire, de savoir un peu. Donc, quels sont vos souhaits, c'est ça, pour cette nouvelle année? Oui, vos souhaits, vos enjeux, les défis que vous souhaitez résoudre pour cette nouvelle année. Oui, qu'est-ce qui dans votre activité qui est important pour vous? Alors, si vous avez des défis de crise énergétique, revenez la semaine prochaine, ça sera le sujet du jour. La crise énergétique, je ne saurais pas la résoudre. Je peux faire beaucoup de choses. Ok. Bon, très bien. Ce que je vous propose, donc, on va passer au slide suivant. Donc, on a vu que la crise du Covid, puis après la guerre en Ukraine, la crise énergétique, tu viens d'en parler, William, la crise environnementale, tout ça a bousculé, je dirais, les entreprises dans un environnement qui est en constante évolution, qui est imprévisible, qui est complexe, qui est ambigu. Je crois que même BPI annonce pour 2023, me semble-t-il, une année qui est difficile avec une prévision fort taux de défaillance d'entreprise. Donc tout ça amène en fait à faire face à des situations, pour certains, que nous n'avions pas connues jusqu'alors. Donc moi-même, comme je disais, donc, je suis responsable d'antenne à Second Souffle en Gironde et je réponds à des demandes de soutien de la part de dirigeants qui sont en difficulté. Mais la bonne nouvelle, je dirais, dans tout ça, c'est que toute entreprise, que
peu importe sa taille ou peu importe je dirais son domaine d'activité, a ou va connaître une crise, un jour ou l'autre. Que ce soit une crise interne, que ce soit une crise externe. Et je pense que c'est à ce moment-là que le leadership du dirigeant prend toute sa dimension. Donc là, il faut que dans ces moments-là, que le dirigeant se pose la question, comment je me prépare à la crise? Quelle attitude je dois adopter pour une bonne gestion de crise? Quelles sont les leçons que je peux tirer après résolution de la crise? Et puis, comment transformer cette crise en levier de croissance durable? Donc, je suis convaincu, moi, c'est ce que je veux partager avec vous pendant ces 45 minutes qu'on va passer ensemble, que tout ça est une affaire d'état d'esprit. Je pense qu'effectivement, la clé de sortie de crise va être la façon de penser cette crise et la façon d'agir pour la surmonter. C'est pour ça que j'ai noté penser, agir différemment. Alors, pourquoi penser? Parce que, quel que soit le problème que vous rencontrez, vous êtes la solution. C'est de votre façon de penser va dépendra de la décision. Si vous pensez que c'est difficile, ce sera difficile. Si vous pensez que vous n'y arriverez pas, vous n'y arriverez pas. Parce que c'est ce que vous pensez. C'est-à-dire que les neurosciences aujourd'hui nous montrent que nos pensées façonnent notre réalité. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. En fait, tout ça se passe dans le cerveau. Donc, il y a une sorte de programme qui est installé, je dirais, dans notre cerveau. Et ça s'appelle le subconscient, pour faire très court. Et donc, ça vient emmagasiner toutes nos croyances, toutes les expériences. Et lorsqu'une situation arrive, il va mettre le programme par défaut. Et ce programme par défaut va induire notre comportement. Donc ça, c'est pour la partie pensée. Il faut savoir que 5% de ce que nous faisons est conscient et 95% est quasiment inconsciente. Donc ça montre l'habitude, comment dire, le poids des pensées. La deuxième axe, c'est effectivement d'agir. Il faut agir, parce que agir, c'est décider. Aujourd'hui, 75% des dirigeants ne prennent pas de décision. Ils sont tétanisés quand la situation arrive. Donc, il est important de comprendre ces points-là pour pouvoir avancer face à une situation de crise. Mais il faut agir, penser et agir, mais différemment. Différemment, comme je l'ai dit précédemment, c'est que, en fait, nous sommes une somme d'habitudes. Donc, si face à une situation, quelle qu'elle soit, une situation, on va dire, difficile, négative, vous produisez les mêmes comportements que vous aviez avant-hier, le mois passé, le mois dernier, vous aurez les mêmes résultats. Donc, il est extrêmement important, effectivement, de changer sa façon de penser, de foncer sa façon d'agir et de faire de manière différente de ce que l'on faisait précédemment. Voilà. Est-ce que à ce stade, voilà, est-ce que ça vous parle? Est-ce que alors, certains ont répondu à ta première question pendant. Oui, parce que j'ai pas. Ouais. J'aimerais avoir plus de clients, me former une activité complémentaire, soucieux de retrouver de la sérénité. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je suis en pleine création et souhaite anticiper les difficultés. Ça, c'est bien, Laurence. Il faut les anticiper. Il faut anticiper les difficultés, mais on n'y pense pas trop, nous, Français, mais il faut également anticiper les succès. Parce que si vous n'avez pas anticipé vos succès, vous pouvez vous retrouver en difficulté. Il y avait une entrepreneur que j'ai interviewée un jour qui me disait, mais moi, quand j'ai monté mon boîte, j'ai pensé à tout, mais sauf que ça allait bien marcher. Du coup, ça marchait tellement bien qu'on était complètement sous l'eau avec les commandes. J'avais pas assez d'employés, j'avais du mal à recruter parce qu'elle n'avait pas pensé au succès. Voilà. Je pense que c'est même typiquement français, ça. On pense aux difficultés et pas au succès. C'est vrai ce que tu dis, oui, William. C'est ce qu'on trouve, c'est la crise de croissance ou d'hypercroissance, notamment par exemple avec les startups. Une startup qui s'est créée, qui se développe, et puis il y a une croissance fulgurante. Et là, pour le coup, paradoxalement, cette croissance, cette phase de croissance peut être un moment de difficulté. Donc c'est vrai, il faut anticiper également ce succès, oui, tout à fait. Vous aimez les webinaires Second Souffle? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Il suffit de cliquer sur l'icône Second Souffle juste ici et de vous abonner. Merci. Donc, qui je suis pour pouvoir évoquer tout ça avec vous? Donc, moi, je suis entrepreneur, dirigeant d'entreprise moi-même, donc à travers 3 sociétés, une société de capital d'investissement, une société de conseil en stratégie, de développement, et une société dans le bien-être, et puis un cabinet de coaching. Je suis un ancien membre des forces spéciales parachutistes, donc j'ai été formé aux techniques d'optimisation mentale, puis j'ai fait 25 ans dans le monde de l'entreprise à des postes de cadre dirigeant dans des grands groupes internationaux. Je suis aguerri à évoluer dans des environnements complexes et incertains. J'ai par exemple organisé des centres de profit déficitaires ou encore optimiser
la performance de plateformes logistiques. J'ai aussi connu, j'ai connu le succès dans ma carrière, mais j'ai également connu l'échec. À un moment où je pensais être au sommet de ma carrière, j'avais ce qu'on appelle à ce moment-là l'état d'esprit fixe, c'est-à-dire vous pensez que vous savez tout sur tout. Vous n'avez pas anticipé justement le succès, comment gérer ce succès, puis ça amène à l'échec. Donc ce qui fait que par mes expériences, j'ai su développer une culture de la résilience, une faculté d'adaptation qui me permet aujourd'hui d'appréhender tout type de situation et d'accompagner les dirigeants à trouver des issues favorables, parce qu'il y a toujours une solution. Je crois que c'est Einstein qui disait il y a toujours une solution à un problème, sinon c'est que le problème a été mal posé. Voilà, donc j'ai surtout compris qu'on ne sait pas tout, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, et que réussir est avant tout une affaire d'état d'esprit. Donc dans mon accompagnement, je me considère en fait comme un sparring partner pour les dirigeants audacieux. Alors que je les aide à penser et à agir différemment. J'insiste tout à l'heure, c'est la notion de penser et d'agir différemment pour passer un cap en conciliant performance et bien-être au travail. Donc j'interviens soit en mission de conseil ou en coaching avec une approche combinant neurosciences et excellence opérationnelle comme levier de performance, ou soit en tant que manager de transition pour des remplacements ponctuels ou l'aide à la gestion de crise. Donc voilà, donc en gros, voilà, pour qui je suis, voilà, pour partager ça avec vous. Okay. Sur le slide suivant, on va aller donc directement dans le vif du sujet. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes occasionnées par les dirigeants en temps de crise? L'erreur les plus fréquente, c'est le... Non, juste, on va rester sur celui-ci. Voilà. L'erreur les plus fréquente, c'est ne pas détecter suffisamment tôt l'entrée en crise. C'est ce qu'on appelle très clairement le déni. C'est-à-dire pour beaucoup de dirigeants, il est difficile, voire impossible d'admettre une crise. C'est une sorte de mécanisme inconscient qui, pour traiter un conflit entre la réalité et le rapport qu'on entretient avec le monde extérieur, va vous créer un biais cognitif, un filtre, et qui fait que vous ne voyez pas cette crise. Or, c'est une perte d'argent, c'est une perte d'énergie, et c'est une perte de crédibilité. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est de ne pas communiquer. C'est-à-dire que souvent, lorsqu'il y a une crise, on a tendance à garder l'info secret, sauf si c'est une erreur, parce que tôt ou tard, il y aura une fuite. Donc c'est une sorte de bombe à retardement. C'est de faire l'autruche. Faire l'autruche, ça va arranger, on verra bien demain. C'est une sorte, ce qu'on appelle le phénomène de l'emmurement. On se retranche, on est figé dans sa position. Donc bon nombre de dirigeants vont se dire ça va passer, donc on fait le dos rond. Et donc c'est le pire des signaux qu'on peut transmettre au terrain, parce que les gens sur le terrain voient qu'il y a la difficulté. Par exemple, une entreprise qui est en difficulté, qui refuse de se mettre sous protection judiciaire. Et puis, sous protection judiciaire, et puis après, s'ensuit les difficultés qu'on peut connaître par la suite. Autre erreur qu'ils font, c'est le manque de transparence. La crise crée des tensions, ça crée des fictions. Donc, c'est une sorte de moment de rupture. Donc, il est important à ce moment-là de neutraliser ses ennemis dans l'entreprise, parce qu'il y a toujours ceux qui vont, si une entreprise avec plusieurs salariés, qui vont vouloir vous savonner un peu la planche et trouver ses alliés. Également nier ses responsabilités. C'est important face à une crise, quand on est un dirigeant, d'accepter de prendre ses responsabilités, de prendre les rênes, okay, et ne pas rejeter la faute ou l'erreur sur des collaborateurs ou sur des services ou sur des clients. C'est de culpabiliser. C'est aussi, quand on culpabilise, ça va annihiler tout espoir de redressement. Parce que la crise est là, faut faire avec. Et le message que s'envoie au subconscient, ça envoie un message je suis nul. Donc votre subconscient, si pour lui vous êtes nul, vous envoie cette image de nullité. Et comme j'ai dit en début, vous devenez ce que vous pensez. Voilà. Et autre erreur fréquente, c'est de se raccrocher aux recettes qui ont marché. C'est-à-dire que ce que je disais, c'est pour ça que j'ai dit faire différemment. Si vous avez une crise, vous faites la même chose que vous avez fait avant la crise, vous reproduirez cette crise. Voilà. Donc, en situation de crise, il faut être disruptif. Si on fait la même chose, on a les mêmes résultats. Voilà. C'est ce qu'Einstein appelait la folie. C'est vouloir avoir un résultat différent en faisant les mêmes choses. Voilà donc les erreurs les plus fréquentes. Mon cher William. Oui, il y a Louise qui n'a pas entendu la première erreur. Et si je ne m'abuse, mon cher Marceau, c'est le déni. C'est de ne pas se rendre compte que nous sommes dans une crise. Exactement, tout à fait. C'est de ne pas détecter suffisamment tôt cette entrée en crise et être dans un déni. Voilà, je refuse de le voir, je refuse de le croire. Voilà. Alors, une question de l'eau.
ou de là où, je ne sais pas comment on prononce. Alors, c'est peut-être une question auquel tu vas répondre plus tard, mais je te la pose quand même maintenant. Quand 95% est inconscient, est-ce que réussir à agir sur les 5% restants peut vraiment changer les choses? Oui, réussir à agir peut vraiment changer les choses parce qu'en fait, quand on va agir sur les 5%, évidemment, ça a déjà une prise de conscience. Et par la répétition, à force de répéter, je dirais comment dire, on va finir par déprogrammer, reprogrammer, comment dire, un nouveau comportement ou un nouvel état d'esprit. On va créer en fait, vous allez créer ce qu'on appelle un circuit neuronal. C'est-à-dire comme si vous prenez une nouvelle décision, votre cerveau, c'est une sorte on va dire, de forêt vierge. Vous créez un petit chemin. À force de répéter, vous allez créer ce circuit qui va passer du conscient à l'inconscient et créer cette route. Et à partir du moment où ça rentre dans l'inconscient, le nouveau comportement est adopté. Il faut en général entre 21, 30, 60 jours, en fonction de ce que disent les experts en neurosciences, mais ça prend du temps. Voilà, j'espère avoir répondu à la question de l'eau. Oui, elle nous dira dans le chat si... Ok. Voilà. Je passe à la suivante. Oui, tu passes à la suivante. Donc, comment naissent les crises, comment elles grandissent, comment elles meurent. Donc, c'est un processus en 4 étapes. Avant, il y a les signes avant-coureurs. Les signes avant-coureurs, c'est que ça débute de manière souterraine, c'est-à-dire que durant lequel le déséquilibre va s'installer, ça va s'accumuler, ça va produire des petits signes de rupture. Donc, le dirigeant qui n'est pas sensibilisé, comme je disais tout à l'heure, qui n'est pas un peu à l'affût, il peut ignorer, il peut sous-estimer l'importance. Et c'est à ce moment-là que la situation va se prolonger, que la menace va devenir réelle. Par exemple, préparation d'un conflit social ou d'une grève, quelques jours avant, le climat social peut être plus tendu qu'à l'habitude. Les partenaires sociaux vont se réunir plusieurs fois par jour, tous ensemble. Ils vont se mettre en délégation beaucoup plus fréquemment. Ils vont passer du temps à discuter avec chaque salarié. Tout ça, ce sont des petits signes avant-coureurs, des petits signes précurseurs qui va, comment dire, anticiper. Les signes avant la tempête. Tout à fait, exactement. Voilà, donc la deuxième phase, ça va être la phase de déclenchement. Donc là, la crise, elle peut être le résultat donc, soit d'une longue incubation, ce qu'on a vu, pendant laquelle donc, il y a eu l'accumulation de dysfonctionnements, de déséquilibres. Et souvent, il suffit d'une petite étincelle pour mettre le feu à la poudrière. Si je prends l'exemple, je dirais, de mon conflit social, ça peut être derrière, ça se prépare, mais une erreur humaine ou une erreur système, donc, ou un effet attendu d'un comportement humain dans le système. Par exemple, la grève, imaginez, par exemple, il y a une petite panne de chaîne de production, donc ça, c'est le système. Le manager, il va traiter d'incapable l'ingénieur méthode parce que la réparation tarde et que ça impacte la productivité. Donc là, ça va être l'erreur humaine. Donc ça va enclencher des partenaires sociaux qui vont être offusqués, qui vont faire un débrayage. Hop, on a enclenché une crise. Donc ça, c'est la phase de déclenchement. La troisième phase, ça va être la phase aiguë. Donc là, il y a une sorte d'ambiguïté dans les informations. Il y a un dérèglement des routines de gestion habituelles. Le stress, la tension augmente. Donc il y a un risque, là, à ce moment-là, de manque de discernement de la part des décideurs. Que on est paumé, on a l'impression que rien ne va plus, on ne trouve pas l'issue. Et la quatrième phase, c'est après la phase d'apaisement, de rééquilibrage et de changement. Donc la phase aiguë, on va laisser, comment dire, à cette phase qui va permettre une sorte de retour à un statu quo. Soit ça revient comme c'était avant, ou soit c'est l'occasion d'un changement profond d'organisation. Voilà donc les quatre processus qui font que les crises naissent, grandissent et meurent. S'il n'y a pas de questions à ce stade, on peut passer au slide suivant. Les questions les prendra à la fin. Donc, les typologies de crise. Donc, il y a 4 typologies selon les experts et familles de crise. Ça peut être une crise externe ou interne versus un problème social, humain ou technique et économique. Donc, cette typologie a été définie par des chercheurs de l'Université de Californie du Sud en 88. Et pour vous donner un exemple, donc l'occurrence externe technique économique, par exemple, ça peut être une mauvaise performance économique des marchés.
là, on n'y peut rien. C'est à la fois externe et ça a un impact sur l'économie de l'entreprise et sur les aspects techniques. Une occurrence interne, technique et économique, ça va être par exemple la défectuosité d'un produit. Donc là, c'est bien un problème interne à l'entreprise et qui a un impact économique. Ensuite, il y a l'occurrence interne, sociale et humaine. Ça peut être un conflit social. Donc là, c'est bien interne avec un conflit, un impact social et humain. La quatrième, et je m'aperçois en disant ça que j'ai fait une erreur sur le slide, la quatrième, c'est l'occurrence externe qui a un impact social et humain, et non pas interne, technique, économique. C'est par exemple le terrorisme, un attentat, c'est bien une occurrence externe, donc c'est indépendant de l'entreprise, par contre, c'est un impact social et humain. Okay, voilà. Donc, et en fonction de l'attitude, en fonction de la situation, pardon, l'attitude ne sera pas le même. Okay. Voilà donc pour ces externe, social et humain. Tout à fait. Merci d'avoir corrigé. On est bien d'accord, nous, depuis 2-3 ans, là, on est dans la première occurrence. Hein. Depuis 2-3 ans, avec effectivement la crise du Covid, ça a entraîné effectivement cette occurrence externe. Derrière le Covid, aujourd'hui, l'Ukraine. Donc, nous sommes effectivement pleinement dans cette situation qui a un impact à la fois sur l'économie des entreprises. Et on pourrait même dire que, pour le coup, avec le Covid, ça a à la fois un impact économique, mais également un impact social et humain. Donc, on serait à la fois dans le 1 et le 4. Ouais. Alors, maintenant qu'on sait tout ça, c'est comment s'y préparer ? Voilà. Maintenant qu'on sait tout ça, comment on s'y prépare ? Donc, on va passer au suivant. Donc, pour moi, il y a 3 grandes étapes pour s'y préparer. La première, c'est de renforcer son mindset. Je l'ai dit au début, l'état d'esprit, la façon dont le dirigeant va penser, va agir différemment est essentiel. Donc excuse-moi Marceau, hein, pour ceux qui sont pas qui pratiquent pas très bien la langue de Shakespeare, mindset, on peut dire que c'est l'état d'esprit. En français, on va dire état d'esprit. Voilà, état d'esprit. Certains traduisent ça par le mental. Voilà, c'est mon comportement. Oui, la traduction serait l'état d'esprit. Voilà. Donc, il y a plein de termes, mental gagnant, état d'esprit fixe. Mental gagnant, c'était une chanson de Renaud, ça. Non, c'était Mistral gagnant. Ah oui, pardon. Mais on pourrait en faire une. Alors, comment renforcer son mindset, justement, Edith ? D'abord, travailler sur la connaissance de soi. C'est-à-dire que mieux nous allons nous connaître, mieux nous savons comment interagir avec notre environnement, plus nous serons efficaces. Donc, en fait, il s'agit de programmer son cerveau à réagir face à l'incertitude. Pour ça, il faut comprendre un peu la notion de plasticité cérébrale. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, on peut comparer ça à une sorte de chemin de campagne encore sauvage. C'est-à-dire que la première fois que vous allez emprunter ce chemin, il sera difficile d'accès parce qu'il est parsemé de plantes sauvages, d'embûches, mais plus vous allez emprunter ce chemin, plus vous allez le parcourir régulièrement, plus l'accès sera facile et plus le parcours sera rapide parce que vous aurez créé une sorte de sentier, ce que je disais tout à l'heure, ce fameux circuit neuronal. Okay. Donc le principe est un peu le même pour la plasticité cérébrale, c'est-à-dire plus on va stimuler une zone dans notre cerveau, plus la réponse qui va en résulter sera rapide. Okay. Donc je ne vais pas rentrer dans des détails là de neurosciences, mais bon, on a des milliards de neurones qui se connectent entre eux, qui créent des autoroutes de l'information. C'est ce qu'on appelle le fameux circuit neuronal. Ça veut dire que plus on va apprendre à décider, plus on va renforcer le circuit de la prise de décision, plus nous prenons des décisions rapidement et assurément parce qu'on aura créé cette sorte de circuit. Moi, par exemple, je pratique énormément la méditation, le renforcement du mindset. Je suis capable aujourd'hui, dans une demi-seconde, à prendre une décision. C'est-à-dire que là, on a tout l'aspect, on met de côté l'aspect cartésien, rationnel qu'on peut avoir, et c'est presque l'intuition qui prend le pas. Okay, voilà. Donc, la pratique que je fais avec mes clients, je pratique avec eux sur des tests basés à base de neurosciences qui permettent donc d'évaluer sa stabilité émotionnelle, parce que nous sommes des êtres émotionnels. Et en fait, dans toutes les décisions que nous prenons, ce sont des décisions émotionnelles. Donc, c'est voir comment, effectivement, on permet de travailler ses émotions pour ne pas laisser les émotions envahir notre prise de décision. OK ? Avez-vous un programme comme cela ? Oui, Edith, j'ai un programme pour celui-ci. Là, je ne vais pas le détailler, mais
vous verrez à l'issue de ce webinaire, si vous souhaitez qu'on puisse échanger, voilà, vous pourrez prendre un rendez-vous, on pourra en parler plus précisément. Mais effectivement, j'ai un programme d'accompagnement qui permet effectivement de ce qu'on appelle la cartographie de résilience, de comprendre comment fonctionne à ce niveau-là. Le deuxième, c'est de prendre soin de son cerveau. Donc, vous avez compris, tout commence par là. Donc, c'est évidemment l'hygiène alimentaire, elle est essentielle, parce que c'est ce qui va fournir à votre cerveau les nutriments nécessaires à son bon fonctionnement. Évidemment, le sport, voilà, donc tout ce qui permet d'avoir un certain équilibre. La deuxième façon de se préparer à la gestion de crise, c'est d'anticiper la crise. Pour anticiper, il faut s'entraîner à anticiper la crise. La meilleure façon de prévenir les crises est d'analyser régulièrement tous les risques auxquels vous avez été exposés. En France, peu d'entreprises passent le temps à tester, à essayer. Au nom de la sacro-sainte productivité, on pense que c'est du temps perdu. Donc, ce qui fait que lorsque le moment arrive, les managers ne sont pas prêts. Dans le sport, les sportifs passent leur temps à s'entraîner, à se mettre en situation, à répéter le match. Moi qui ai fait un parcours dans l'armée, nous passions notre temps à simuler la guerre, à imaginer des scénarios. Ce qui fait que quand on arrive en situation, même si la situation n'est pas celle que nous avions prévue, mais on s'est tellement préparé, on s'est tellement entraîné, effectivement, que nous pouvons, nous sommes en mesure de nous adapter à la situation. C'est ensuite donc d'anticiper la planification de la crise dans sa stratégie. C'est analyser plusieurs fois dans l'année, ça peut être d'analyser les situations que vous avez traversées, comment vous avez réagi, comment vous avez surmonté ces situations, qu'est-ce que vous pouvez reconduire, qu'est-ce que vous avez changé, comment faire différemment, et puis c'est élaborer un plan pour la prochaine fois. C'est également entraîner, si vous avez des équipes, entraîner vos équipes à essayer des scénarios. Imaginez une situation et puis stimuler en grandeur nature cette situation. Demander le point de vue des collaborateurs sur le terrain, pour ceux d'entre vous qui ont des équipes, et recueillir un maximum d'idées de leur part. C'est repérer également les menaces extérieures. Par exemple, moi, à un moment, j'ai bossé dans le transport logistique, c'était de repérer les périodes où la météo en période d'hiver dans le secteur du transport. Parce qu'on sait qu'à ce moment-là, il peut y avoir des risques externes, verglas, et que ça peut avoir des incidences sur l'activité. Voilà. Donc, c'est de passer en quelque sorte son temps à se préparer, à analyser, à anticiper, à s'entraîner à des situations de crise. Okay. Et puis, c'est d'essayer d'entraîner les équipes à essayer différents scénarios pour pouvoir se mettre en situation. Troisième étape, c'est de se préparer à la gestion de crise. Préparer la gestion de crise, c'est d'envisager toutes les possibilités. C'est planifier à titre préventif des mesures d'urgence. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir tout résoudre, mais au moins vos équipes seront préparées. D'accord ? C'est également anticiper la création d'une cellule de crise. Pour une entreprise qui a plusieurs salariés, c'est composer sa task force. Si vous êtes indépendant ou si vous travaillez en solo, c'est de composer une task force externe qui peut être votre avocat, votre expert comptable, un juriste, pour que lorsque second souffle, éventuellement, lorsque effectivement la crise arrive, qu'on puisse tout de suite réunir cette équipe d'experts, cette équipe de task force. Pour vous donner un exemple, lorsque j'étais moi directeur des opérations en supply chain, une fois par trimestre, j'avais un plan d'entraînement, qu'on appelait la préparation à la peak season, avec mes équipes. On regardait les résultats de l'année 1, on tirait des enseignements, on modifiait ce qu'il y avait à modifier, on essayait les scénarios du pire pour ensuite pouvoir se préparer et mettre en place les actions lorsque la situation de crise arrivait. Donc voilà donc quelques exemples à mettre en place pour se préparer à cette gestion de crise. Alors, il y a une question de Louise. Quand tu disais que tu étais capable, toi, de prendre une décision en une seconde, Louise te dit, mais que faire face au doute et à l'incertitude? Comment être sûr de son intuition? Alors, comment on peut être sûr de son intuition? Alors, encore une fois, ça se travaille, Louise. Ça vient pas du jour au lendemain. Hein. Moi, j'ai mis des mois et des mois. Comme je disais, c'est l'entraînement. C'est ce qu'on appelle la préparation, la programmation mentale. C'est par exemple la méditation aide beaucoup pour ça. Il y a des techniques, méditation, l'hypnose, c'est apprendre à écouter ses émotions. Quand je prends une décision, par exemple, simple, je prends une décision, le côté cartésien va me dire c'est ceci qu'il faut faire, mais je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, j'ai une espèce de boule au ventre, ulcère à l'estomac qui retient de prendre cette décision. Ça, souvent, c'est l'intuition qui vous parle.
Voilà, c'est l'émotion voilà, qui donne une information. C'est apprendre à écouter. On n'a pas appris ça en France, à écouter. Nos 5 sens, nos sens nous parlent. Voilà, c'est de temps à autre travailler. Enfin, il y a plein de techniques. Hein. On peut travailler sur la visualisation qui permet effectivement de visualiser une situation idéale, la visualisation créatrice. Aujourd'hui, les neurosciences expliquent tout ce genre de techniques. Voilà. Là, je pourrais, voilà, donc le temps qui nous a imparti, je ne pourrais pas rentrer dans les détails, mais voilà, mais je pourrais vous donner effectivement quelques clés là-dessus. Bien, on passe à la suite. Okay. On passe à la suite, donc, qui est comment faire face à la crise. On s'y est préparé, donc la crise est là. Voilà, même si on l'a anticipé. Comment on fait? La première étape, donc là, c'est d'affronter cette crise. Donc il faut l'affronter, voilà. Donc la reconnaître, la crise et l'accepter. Voilà, la crise est là, c'est un fait. Donc il n'y a pas de déni, il n'y a pas de faire semblant que. Je prends un exemple d'un PDG qui était informé que l'un de ses directeurs de filiale était suspecté de faire des abus de biens sociaux, donc piquer l'argent à la caisse. Il voulait pas le croire parce que pour lui c'était impensable, c'était impossible. Donc voilà, il a fait une sorte de déni. Donc le problème a perduré, les preuves se sont accumulées. Les syndicats se sont emparés de l'affaire. Il y a eu des fuites. Voilà. Entre-temps, le belligérant, il a retourné le codir contre le PDG. Les médias s'en sont emparés. Et, voilà, et on est parti dans une crise énorme. Donc, il a fallu un manager de transition qui vienne reprendre les rênes voilà, de l'entreprise pour mettre tout ça. Donc, ça, c'est reconnaître cette crise et l'accepter. Voilà. Je crois que c'était Marc Aurèle qui disait, je crois que c'est une citation des Alcooliques Anonymes. Donnez-moi, mon Dieu, je crois, le courage de changer ce que je peux changer, d'accepter ce que je ne peux pas changer, surtout de comprendre la différence. Voilà. Donc, on reconnaît la crise, on agit sur ce qu'on peut agir et on accepte voilà, ce qui est là. Ensuite, c'est d'endiguer. L'endiguer, ça va être de résoudre la crise, il faut prendre des décisions. Il faut prendre des décisions rapidement, avec sang-froid, parce que chaque minute perdue va aggraver la situation. Donc, là, il n'y a pas de temps de réfléchir. Ce que je disais, il n'y a pas de temps d'analyser les faits. Il n'y a pas d'envisager des différentes possibilités. On est dans l'urgence. D'accord ? Donc là, c'est l'intuition, on fonctionne au ressenti. Voilà, le gestionnaire de crise est un gestionnaire de l'urgence qui doit décider vite. Donc vous devez vous remettre à votre intuition et faire avec les données qui sont à dispo. Voilà. Dans tous les cas, la situation ne sera pas pire que la situation actuelle. Okay, voilà. Un manager, je dirais, de crise n'est pas nécessairement un manager de temps calme. Voilà. Si on ne se sent pas à l'aise dans ces moments-là, il faut faire appel à un expert. Donc, il peut être un management de transition, par exemple. Moi, il m'arrive d'intervenir dans des entreprises qui sont en crise. Et là, je prends les rênes de l'entreprise ou du service concerné voilà, pour pouvoir remettre les choses en ordre de marche. Okay, donc, il faut faire... C'est là que toute la flexibilité cognitive qu'on a développée par la connaissance de soi, donc le fameux mindset ou état d'esprit, va prendre tout son sens. Ensuite, il faut aller sur le terrain. Montrer que vous vous préoccupez de la situation, ça rassure, ça apaise, ça montre qu'on contrôle la situation et qu'on contrôle également qu'il n'y ait pas d'informations erronées. Okay, c'est de communiquer sur le fond, sur la forme, avec l'ensemble des parties concernées. C'est le meilleur outil. C'est comment dire, c'est le meilleur antidote pour tuer tout ce qui est rumeur. Il y a encore quelquefois des dirigeants d'entreprise qui restent murés dans leur posture, qui ne veulent surtout pas parler de leurs difficultés. Non, c'est à ce moment-là qu'il faut en parler. Si je parle de second souffle, il ne faut surtout pas hésiter, par exemple, à appeler second souffle, dire voilà, j'ai des difficultés, je ne sais pas y faire, comment je fais, comment vous pouvez m'aider, voilà, communiquer. Ensuite, ça va être de résoudre. Résoudre, c'est-à-dire qu'il faut faire preuve de leadership, donc identifier les causes. Et puis voir ce qui est sous contrôle, ce qui n'est pas sous contrôle, et puis mettre en place un chemin critique des actions. Ça va être l'ensemble des tâches essentielles à accomplir pour résoudre les problèmes constatés. Et une fois que la crise est terminée, programmer une date de suivi crise. Donc ça permet d'avoir une visualisation de l'ensemble des tâches. Okay, donc focus sur les priorités. Donc les 7 priorités. Ça va être en situation de crise, c'est priorité avec les médias et occupation du champ médiatique, l'activation d'une cellule de crise,
la prise en charge des victimes, parce qu'il y a toujours une victime, hein, ça soit des victimes économiques, des victimes humaines, voilà. Diagnostic, mettre en place un plan de gestion de crise et de redéploiement après la crise, et puis mettre en place une stratégie de communication pour étouffer les rumeurs et gérer les effets secondaires de la crise, parce que la crise a toujours des effets secondaires. Voilà. Et assumer sa responsabilité dans la crise. Vous êtes le leader dans une situation de crise, voilà. Donc, et là, dans ces moments-là, on oublie les règles. Il faut sortir effectivement des chemins habituels. Il faut, comme je disais, il faut faire différemment. Okay, moi, je vais vous donner un exemple d'une grosse crise que j'ai connue quand j'étais dirigeant dans une société de transport. Il y a une fusillade sur le lieu de travail. Bah, je peux vous assurer que là, il a fallu agir vite. Donc là, en termes d'attitude, j'ai tout de suite accepté. Voilà la situation. J'ai repéré dans quel contexte ça s'était passé, quels étaient les risques. Donc, j'ai donné des instructions dès le départ. Depuis ma voiture, je suis parti pour aller sur les lieux. Donc là, je tentais d'endiguer, résoudre au téléphone. J'essayais de calmer les esprits. J'ai demandé de mettre à l'abri les autres collaborateurs pour se protéger, d'appeler la police immédiatement, de mettre en place une cellule psychologique pour les personnes fragiles. Voilà. Et lorsque je suis arrivé, j'ai pris des décisions parce que les collaborateurs avaient peur de venir sur le travail. Donc, on a mis en place tout de suite un système de sécurité. On a fait venir des experts de sécurité pour tout ce qui est fouille, puis après on a installé des portiques. Voilà. Donc voilà, et dans ces cas-là, on lésine pas sur les coups. Là, il n'y a pas de budget qui tient. On met les moyens nécessaires pour pouvoir endiguer cette crise. Okay, donc voilà un exemple d'attitude. Et ensuite, c'est de tirer les leçons de la crise. Donc tout événement renferme des aspects positifs. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu une crise. Ok, what else? Quoi d'autre? Donc ça sert à tergiverser. On aurait dû faire ça, on aurait pu faire comme si. Voilà, c'est fait, c'est fait. Donc se dire qu'est-ce qui a dysfonctionné, qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que j'en tire comme enseignement. Voilà, il faut en tirer les conséquences à chaud tant que les souvenirs sont intacts. Si on attend 3, 4, 5 semaines, c'est trop tard. Okay, et puis après, mettre en place un plan d'organisation pour suivre au quotidien et mesurer les résultats du plan d'action qu'on a mis en place. Donc voilà donc pour une gestion de crise d'ensemble. C'est OK pour tous? Vous m'entendez? La première fois, en 106 webinaires, que cela m'arrive. Voilà. Alors, je ne sais pas si tout le monde est bien là. Apparemment, oui. Personne n'a coupé son navigateur, donc tout le monde est là. Enfin, je pense. Alors moi, j'ai déjà eu, ça s'est passé, mon cher Marceau, à 14h55 exactement. J'ai eu une coupure de courant chez moi. Ça, je l'ai déjà vécu. Alors là, c'était la plateforme Livestorm qui s'est plantée. Apparemment, il y avait trop de monde. Alors, c'était pas... C'est assez bizarre. Ils savent gérer la crise. C'est-à-dire que quand ils voient qu'il y a des pics de webinaires, ils peuvent y arriver. Donc là, ça arrive d'un seul coup. C'est vrai, on est vraiment top sur Second Souffle. On a même simulé une crise en réel. Vous voyez, mesdames et messieurs, vous avez pour montrer la réactivité. Je suis quasiment certain que c'était dû à une attaque informatique. Donc, voilà. Donc ça, c'était une crise, l'occurrence externe, hein, l'occurrence externe, avec un impact, on peut dire, un peu économique peut-être, parce qu'on a perdu peut-être quelques contacts. Mais ça vous a permis de voir la réactivité que nous avons eu à gérer cette crise. Bon, maintenant, il faut que tu rattrapes ton retard, hein, Marceau. Réactivité et puis le self-control. Voilà. Donc, le meilleur exemple que je pouvais donner, c'était celui-ci. Donc, maintenant, je vais rattraper le retard. Donc là, maintenant, il va falloir ramer vite. Donc, tirer les leçons de la crise. Donc, ça, on l'a vu. Je parlais quand même rapidement du cas particulier de la crise financière. Parce que j'ai parlé plutôt de crise opérationnelle. Donc, c'est le slide suivant, s'il te plaît. La crise financière, il y a une crise financière, donc là, tout de suite, le besoin de fonds de roulement constitue l'élément vital d'une entreprise. Donc, ce qui est important dans ces moments-là, c'est de faire tout de suite un état des lieux de la situation pour ensuite faire face aux échéances immédiates. C'est-à-dire que là, il faut avoir une vision claire de sa trésorerie. C'est-à-dire que c'est le thermomètre de l'entreprise. Bon nombre de dirigeants de PME, de TPE, voire même de TI, ne connaissent pas le niveau de leurs fonds propres. Donc ça, c'est important de travailler là-dessus, de protéger ses actifs et sécuriser ses opérations. Ensuite,
Donc ça, c'est la vision claire de sa trésorerie, c'est de protéger ses actifs et sécuriser ses opérations. C'est-à-dire que si un marché décline, il sera difficile de redresser l'entreprise. Donc, il faut revoir son business model. Il faut abandonner certains pans de l'activité non rentables pour se consacrer sur l'essentiel. Il faut faire un focus à ce moment-là sur la profitabilité. C'est-à-dire qu'il faut réduire l'endettement, il faut injecter de la trésor, mais ça ne va pas créer pour autant de la profitabilité. C'est-à-dire que pour que l'entreprise soit profitable, il faut néanmoins aller chercher une démarche d'amélioration de performance. Donc, si vous restez dans les conditions actuelles du marché, la performance ne va pas s'améliorer. Donc, il faut protéger dans un premier temps, ses actifs, réduire les coûts, mais ça ne suffit pas. Parce que réduire les coûts ne fait pas rentrer du chiffre d'affaires. Donc, il faut ensuite mettre un plan d'attaque, un plan de combat pour aller chercher du business, aller chercher du marché, améliorer sa performance. Voilà ça, parce que ça va constituer le levier critique pour survivre. D'accord ? Ensuite, ça va être donc de prioriser le produit et son marché. Donc, c'est de se concentrer effectivement sur son cœur de métier, revenir sur son cœur de métier et trouver son client cible et rester focus sur son client cible. D'accord ? Voilà. Dans ces moments-là, oui, dit Xavier, mindset a fait défaut sur ce coup-là. Je n'ai pas suivi comment faire face. Vous pouvez reprendre comment faire face à la crise. Si je reprends tout, Edith, on va être. Mais je pense que vous aurez peut-être le slide à la fin. Je vais voir si je peux venir à la fin, parce que là, comme on a pris un peu de retard, j'essaie quand même de poursuivre. Je suis désolé. Donc voilà, donc le cas particulier de la crise financière. Donc, si on peut passer au slide suivant, de coup là, je me mets en mode sprint. En quoi la crise peut être une opportunité de transformation ? Alors, pourquoi la crise peut être salutaire ? Dans l'idéogramme chinois, crise est composée du signe qui veut dire d'un côté danger, mais également qui veut dire opportunité. Donc, parce qu'une crise, peut-être, elle est porteuse de destruction. Ça détruit des schémas de pensée, ça détruit des comportements, mais ça en crée de nouveaux. Donc, cette création de nouvelles interprétations va être assimilable à une sorte d'apprentissage organisationnel. Okay ? Donc, le même sens, la crise provoque un effondrement brutal, je dirais, des frontières et des repères. Donc, mais ça laisse un espace de vie qui permettent la création de nouvelles connaissances. Okay ? Donc, voilà, donc, la crise, en quelque sorte, va entraîner la modification des schémas existants, mais elle va transformer les organisations. Donc, on va à minima reconstruire en intégrant les enseignements de la crise, le fameux retour d'expérience, okay ? Où on va en profiter pour transformer l'entreprise. Donc, dans tous les cas, la crise est donc bien une opportunité d'établir un meilleur système que le système qui était en place. Okay ? Donc, comment on la transforme en opportunité ? La première démarche, c'est la crise, quand elle arrive subitement. Ça peut déstabiliser. Donc, c'est diriger, je dirais, en temps de crise, c'est une chance. Voilà, c'est une chance que ce sont des expériences qui changent les dirigeants. Vous assurez, quand vous avez dirigé en temps de crise, quand vous êtes sorti de la crise, vous avez, on parle d'état d'esprit, vous avez un état d'esprit différent, un état d'esprit d'ouverture. Vous ne voyez plus les choses de la même façon. Donc, il faut d'abord accepter le chaos. Voilà, pourquoi ? Parce que d'un point de vue universel, tout est mouvement perpétuel. Voilà, l'équilibre n'existe pas dans la nature. Donc, c'est-à-dire que lorsque la nature atteint un certain point d'équilibre, ça veut dire qu'il y a une rupture qui va arriver. C'est la fameuse théorie du chaos. Hein. Donc, il faut un chaos pour pouvoir reconstruire derrière. Donc, c'est le système de flux, de reflux de l'océan. Donc, il faut savoir savourer des périodes de flux et puis se préparer à des périodes de reflux en faisant un peu le dos rond. Okay ? Donc, ce chaos va permettre de reconstruire en mieux. C'est de rechercher la beauté cachée dans la situation. Ensuite, c'est la prise de conscience. Faire une prise de conscience. La crise permet une sorte d'effet de miroir de soi-même. La posture va être le paramètre le plus important qui permettra de réussir. L'écoute, le sang-froid, l'exigence, mais la bienveillance qu'on a dans cette situation. Ça vous oblige à changer, ça vous oblige à modifier ce qui est. Voilà. Après une grève, ça oblige à revoir les conditions de travail. Après une fusillade, ça oblige à renforcer la sécurité. Après un produit défectueux, ça oblige à améliorer la chaîne de production. Après une perte d'un gros marché, ça oblige à revoir son business model, etc., etc. Voilà. Donc, systématiquement, la crise aide à une prise de conscience. Ensuite, c'est de restructurer avec et pas contre. Dans une entreprise, on a des collaborateurs, c'est l'occasion d'impliquer les collaborateurs, d'impliquer les clients, si on n'a pas de collaborateurs, d'impliquer les partenaires sur un projet de changement. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Qu'est-ce qu'on peut en faire différemment ? Qu'est-ce qui vous a plu ? Qu'est-ce qui vous a pas plu ? Donc, c'est vraiment cette occasion de retravailler ensemble. C'est l'occasion de faire passer des décisions, des réformes qu'on a mis de côté, à condition que ça permet évidemment d'améliorer l'existant. Okay ?
c'est l'occasion de réinventer, je dirais, son business model. C'est de se rapprocher, par exemple, la RSE, c'est de rapprocher le capital financier, le capital humain. Beaucoup d'entreprises qui étaient très axées sur la partie financière, quand il y a une crise, il y a des impacts sur l'humain, c'est le moment de repenser tout ça. Okay, c'est le moment de mettre en place un plan de transformation digitale et numérique pour ceux qui l'ont pas fait. Le Covid nous a permis, ça a permis de gagner, je crois, entre 5 et 6 ans, selon les experts, dans la digitalisation des entreprises. Voilà. Donc, tout ça permet de transformer la crise en opportunité. Et c'est une occasion également de renforcer son leadership. Voilà, parce que gérer une différence renforce le leadership. Parce il a fallu prendre des décisions dans un climat de tension. Quelquefois, ces décisions ont pu paraître injustes. Mais le fait de prendre des décisions a renforcé la position de leader. Parce que les gens ont besoin d'un chef à un moment de crise. On l'a vu pendant la crise du Covid, certains de nos leaders sont positionnés en chef, les gens n'ont pas de panique. Quand vous montrez aux gens, je suis là, je vous montre le chemin, les personnes vous suivent. Voilà. Donc, en conclusion, je dirais que nous avons souligné que la crise peut avoir un impact sur l'organisation, celle-ci peut avoir un impact négatif ou positif. On a également mis en avant le rôle central qui est joué par le contexte externe, interne, par les acteurs, et puis surtout l'interprétation qu'on fait de la situation de crise. Ce sont les acteurs, donc le dirigeant, vos managers, si vous avez géré plusieurs équipes, qui peuvent transformer la crise en levier d'apprentissage, ou au contraire en faire un obstacle. Okay. Le réflexe de bon nombre de dirigeants, c'est de considérer que la crise ne nous concerne pas, ou la crise concerne les autres. Ben non, à un moment ou à un autre, tout type d'entreprise, je ne connais pas, et j'ai plus de 25 ans de métier, une entreprise qui n'a pas à un moment ou à un autre connu une crise plus ou moins grave. Okay, donc, ce qui explique que, en se préparant, ceux qui ne sont pas préparés, ce qui explique que le jour où la crise survient, on est surpris, on est débordé, parce qu'on ne s'est pas préparé. Okay, donc, diriger une entreprise, c'est apprendre à diriger en tout temps. Comme un 4x4, c'est apprendre à affronter les tempêtes, parce qu'il y aura de plus en plus de tempêtes dans l'économie, dans ce monde d'économie interdépendant. Voilà, donc les crises naissent quand l'entreprise ne se transforme pas. Donc, s'il n'y a pas de transformation de l'organisation, sans transformation humaine, particulièrement parce que c'est l'humain qui est le facteur clé de succès de l'entreprise. Voilà, donc, la prise de conscience et la formation de nos collaborateurs, si je le fais finir là-dessus, est essentielle. Donc, l'idée claire résumée, c'est un management adapté à l'instabilité, à l'environnement, est nécessaire pour une gestion de crise qui va impulser l'apprentissage organisationnel. Donc, c'est pas de rester focus sur un modèle ou de faire en sorte que la crise n'arrive pas, elle arrivera à un moment ou à un autre. C'est d'apprendre à se préparer, à être prêt pour quand ça arrive, à être capable d'y faire face. Voilà, donc je suis désolé, j'ai essayé d'accélérer un peu le rythme. J'espère que vous avez quand même pu me suivre, pour laisser place peut-être à quelques questions. Alors, il y avait une question de Corinne. Endiguer et résoudre. Si externe économique, comment faire? Endiguer et résoudre. Alors, si c'est effectivement crise externe et crise économique, alors externe évidemment, vous n'êtes pas directement concerné, vous serez impacté indirectement. Néanmoins, c'est de se reconcentrer, comme j'ai dit, sur son modèle économique, de se dire voilà, cette crise externe vient m'impacter, à quel niveau elle vient m'impacter, et sur quoi moi je peux agir. C'est l'occasion de se poser la question est-ce que le marché sur lequel j'évolue est le bon? Est-ce que c'est pas l'occasion d'aller chercher une autre niche de marché dans laquelle je n'étais pas? C'est peut-être l'occasion de se dire tiens, puisqu'il y a une crise économique, est-ce que je dois réduire peut-être mon nombre de collaborateurs pour faire face à la baisse de chiffre d'affaires induite par cette crise économique? Voilà donc quelques questions de ce type-là qu'on peut se poser. C'est-à-dire voilà, sur quoi je peux pas agir? Voilà, c'est une crise économique mondiale, je peux pas agir dessus au niveau mondial. Par contre, au niveau de l'entreprise, sur quoi je peux agir pour pouvoir, diminuer l'impact. Ok. Ouais.
Ok. Écoute, plus de questions. Alors si, il y avait quelqu'un qui a écrit dans la partie questions, c'est Laurence qui a écrit quelque chose, mais je doute que ça soit une question. Laurence, si vous êtes toujours là, dites-moi si c'est une question ou pas, parce qu'elle a écrit aussi impact interne au regard des changements de la façon de travailler. Plus de CDI. Alors, je ne sais pas si c'est une question, Laurence, ou si c'est juste un commentaire. Voilà, vous me direz. On peut avancer sur tes autres slides aussi. Hein. Oui, rapidement, c'était pour dire, bon, ça c'était la conclusion. Donc, dans quel contexte vous pouvez faire appel à nous en fonction des structures? Donc, pour vous aider à penser et agir différemment, mais évidemment, pour affirmer votre leadership attitude, parce que ça commence d'abord par là, hein, la position de leader, c'est de réussir à passer un cap de croissance ou d'hypercroissance. Hein, William l'a évoqué en début, ça peut être un moment de crise. Surmonter une crise. C'était l'objet de notre échange aujourd'hui, ou pérenniser la rentabilité de votre entreprise. Également améliorer la productivité ou booster les performances et préparer également une démarche de levée de fonds, puisque dans une société de capital investissement, on est capable d'accompagner effectivement des entreprises qui à un moment sont à cette phase-là, parce que ça se prépare également. Pour information, 97% des démarches de levée de fonds sont un échec parce que les gens ne sont pas préparés, alors que il y a des financements possibles pour ça. Okay. Donc voilà, et donc le slide suivant, si vous voulez me joindre, vous pouvez aller sur mon calendrier, donc rendez-vous découverte à 45 minutes, je pourrais échanger avec vous, ou sur Résilience Capital, donc mon adresse mail d'une des structures, ou mon téléphone directement, vous pouvez me passer un coup de fil, et puis on se calme, on peut prendre un rendez-vous ensemble. Voilà, donc mon cher William, voilà à toutes et à tous. Donc j'ai essayé de rester dans notre timing. Je suis désolé, j'ai peut-être dû accélérer un peu à la fin. Voilà, s'il y a d'autres questions, je pourrais les prendre. Sinon, voilà, je vous remercie et on va terminer par l'homme connaît tant de choses, voilà, mais il ne se connaît pas lui-même. Et je pense que le premier travail qui est à faire, effectivement, c'est le travail de connaissance de soi, de savoir comment on réagit en situation d'incertitude, comment on est capable de prendre des décisions et d'anticiper la prise de risque. Très bien. Merci beaucoup, mon cher Marceau. Bernard Martel, je peux remettre, Bernard disait, pas eu le temps de noter les coordonnées, afficher trop brièvement. Vous inquiétez pas, il y aura un replay et vous pourrez avoir accès à tous les slides en téléchargement. J'en profite pour vous dire ce qui se passe la semaine prochaine et la semaine suivante. Donc ça, c'était aujourd'hui. La semaine suivante, vendredi prochain, on reparlera une fois de plus de crise énergétique et avec nos deux experts qui seront également accompagnés d'un troisième expert qui passe régulièrement sur BFM TV, c'est Emmanuel Cyr, qui a créé donc Cyr Énergie, voilà, comme son nom l'indique, c'est un expert en énergie. On vous dira comment faire pour payer moins cher, comment renégocier vos contrats et tout, suite aux annonces aussi du président de la République hier. Bon, on fera ça, nous, sans galette des rois, hein, je suis désolé. Voilà, donc c'est vendredi prochain. Et puis d'ici vendredi prochain, il y aura encore certainement d'autres actualités sur le sujet de l'énergie. Donc nos experts sont sur le pont. Ils vous préparent tout ça aux petits oignons pour vous faire un webinaire super intéressant qui durera certainement encore 1h30. Hein, je vous l'ai marqué sur l'affiche, vous le voyez, 14h, 15h30. Parce que vous aurez certainement énormément de questions. Donc, invitez autant de monde que vous pouvez. Tous les gens que vous connaissez, les professionnels. On parlera uniquement pour les professionnels, là, évidemment. Hein. Et puis voilà. La semaine suivante, eh bien, c'est notre ami Xavier. Voilà, il est dans le chat. Il est avec nous, Xavier. Xavier, dis bonjour à tout le monde dans le chat. Voilà. Il va dire bonjour, vous allez voir. Xavier qui est médiateur agréé, médiateur des entreprises. Voilà, il est là. Et donc, il nous parlera de son métier. Et je peux vous dire qu'en ce moment, il ne chôme pas, mon petit Xavier, mon ch'ti Xavier, hein, parce qu'il est dans le Nord, et sur Paris. Et puis, donc, il nous parlera de son métier. Et donc, voilà, quand vous avez un conflit ou un litige, en ce moment, il y en a beaucoup, n'hésitez pas à faire appel à un médiateur plutôt que d'avoir l'idée tout de suite de faire appel à un avocat. Quelquefois, la médiation résout combien? Je crois que c'est 95. Non. Enfin, il nous dira ça. Je crois que c'est 90%, 97% des problèmes, ce sont des problèmes humains en fin de compte, et pas des problèmes techniques.
Voilà. Ah, je vois qu'il y a une question qui vient de s'allumer. Les participants à une conférence reçoivent-ils systématiquement toutes les conférences futures? Oui, mon cher Bernard. Vous allez recevoir d'ici, je pense, une heure ou deux, le temps que je fasse le montage et que je fasse un petit truc pour éviter ce petit problème technique qui nous est arrivé. Je vous envoie ça à tous et il y aura également, ou sinon ça sera lundi. Lundi, on recevra également dans votre boîte mail les inscriptions pour s'inscrire à ces 2 prochains webinaires. Sinon, vous allez sur le site secondsouffle.org. Et ça, vous allez y aller. Dès la fin de ce webinaire, parce qu'à la fin de ce webinaire, vous serez redirigé vers la page d'accueil de Second Souffle et vous verrez ces magnifiques visuels pour ces webinaires. Il n'y aura plus qu'à cliquer dessus et puis à vous inscrire. Voilà. Merci beaucoup, mon cher Marceau. Merci à toi, William. Merci à toutes, merci à tous. Et tu vois, je te disais tout à l'heure avant qu'on commence l'émission que tu faisais partie, tout comme moi, des beaux gosses. Et en plus, j'ai vu que tu avais ta photo. Tu as affiché ta photo derrière toi où tu es en spectacle devant, comment il s'appelle ce parc à Washington là C'est un discours que j'ai fait il y a quelques années où voilà. J'ai dit j'ai fait un rêve. C'est ça. Ouais. Et tu l'as réalisé, bravo. Je l'ai réalisé, oui. Merci. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Bye bye. À bientôt. Au revoir.